Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de l'ORTM et des chaînes partenaires, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette journée d'information initiée par la primature à la suite logique de l'émission Malikoura Tassira, tribune d'expression des membres du gouvernement à l'occasion de l'an 1 de la rectification de la transition, un exercice de gouvernance redevable qui a permis au ministre de partager avec les Maliens, avec vous donc, les actions entreprises, les réussites, les difficultés, mais aussi les perspectives, bref, de vous édifier sur ce qui se fait dans la construction d'un Mali nouveau. Après le passage des membres du gouvernement, place à présent au chef d'orchestre, disons plutôt au chef du gouvernement, le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui dans un instant se prêtera à l'exercice dans un format inédit, celui donc de cette journée d'information. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Et nous saluons la présence dans cette salle des membres du gouvernement et bien évidemment de nos directeurs de publication. Dans un premier temps, Monsieur le Premier ministre, nous allons écouter votre déclaration liminaire. Ensuite, les confrères ici présents vous poseront des questions selon un certain ordre, donc un certain nombre d'axes que nous avons déterminés. Mais sans plus tarder, nous allons donc vous donner la parole pour votre déclaration liminaire. Merci bien. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs de la presse, il y a un an, le gouvernement issu de la rectification de la trajectoire de la transition a été nommé par le président de la transition. En acceptant d'assurer et d'assumer la charge de ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et nous-mêmes avions une claire conscience de la lourde responsabilité que le président de la transition venait de nous confier au nom du peuple malien. Le président de la transition, dès le 16 juin, à l'occasion du Conseil des ministres inaugural, a donné au gouvernement les missions précises suivantes. Premièrement, le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la réalisation des réformes politiques et institutionnelles. Troisièmement, instaurer la bonne gouvernance et la réduction du train de vie de l'État. Et enfin, créer les conditions d'organisation d'élections libres et transparentes. Après avoir donné ces missions, le président a indiqué clairement que le gouvernement doit s'atteler immédiatement à rechercher de façon obstinée l'apaisement social, chercher à fédérer l'ensemble des forces patriotiques et susciter leur adhésion pour la réussite de la mission, afin de créer les conditions d'une refondation de l'État malien, pour aboutir à des institutions qui correspondent aux réalités et aux souhaits des Maliens. Le président nous avait indiqué ce jour-là que nous n'avons droit ni à l'erreur, ni à l'échec, que le temps nous sera compté, que nous ne serons à l'abri ni des critiques, encore moins de nous pardonner certaines déviances. Le gouvernement mis en place a pris l'engagement de présenter devant le Conseil national de transition, dans un délai de 6 semaines, le programme d'action gouvernemental. C'est une pratique à laquelle les Maliens n'étaient pas habitués. D'habitude, c'est 6 mois. Souvent même, il y a eu des cas où des premiers ministres du début à la fin de leur mandat n'ont pas présenté de programme devant l'Assemblée nationale. Là, nous nous étions engagés à le faire en 6 semaines. Effectivement, le 2 août 2021, le Conseil national de transition a approuvé le programme d'action gouvernementale. Au lendemain de l'installation du gouvernement, nous étions dans une situation de grogne sociale, des grèves illimitées. Partout, plus de 102 préavis de grève.
de plus de 40 et quelques syndicats. Dans ce contexte, donc, lorsque le gouvernement a pris fonction, il s'est attaché d'abord à calmer la grogne sociale. Nous sommes rentrés en discussion avec les syndicats, tout le gouvernement mobilisé sur les instructions du président, avec le Premier ministre lui-même en tête, où j'ai conduit des discussions avec les syndicats des nuits durant, des jours durant. À la fin, nous sommes arrivés à apaiser le front social. Mais ça a eu un coût. Mais la paix n'a pas de prix. Pendant que le pays est en guerre, le gouvernement a fait des efforts exceptionnels. Rarement, on a vu un pays en guerre qui augmente les salaires des agents de l'État. Généralement, pendant les guerres, on a plus tendance à baisser les revenus. Plus de 204 milliards supplémentaires ont été mobilisés pour faire face à ce que nous avons appelé l'harmonisation de la grille salariale. Au même moment, le président a décidé que le secteur agricole, qui est l'une des priorités après la défense et la sécurité, comme on le dit souvent, un peuple qui a faim ne peut pas assumer son honneur et sa dignité. De 10 milliards de subventions pour les engrais les années précédentes, nous sommes allés à 15 milliards de francs CFA. Et cette année, 17 milliards. Donc 70% d'augmentation des subventions sur les prix des engrais. Les paysans ont eu l'engagement du gouvernement d'augmenter le prix du coton jusqu'à plus de 280 francs. Et donc les effets combinés de l'aide, la subvention à l'agriculture et l'augmentation du prix du coton a mobilisé le monde paysan. Et notre pays a retrouvé sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, près de 800 000 tonnes. La production des produits céréaliers aussi a augmenté sensiblement, mais les efforts des paysans ont été réduits par endroits par les actions des groupes terroristes. Quand on n'a pas empêché les paysans de cultiver, on a détruit ce qu'ils ont cultivé, on a brûlé même ce qu'ils ont récolté. Le gouvernement aujourd'hui est mobilisé pour assurer la sécurité alimentaire des Maliennes et Maliens. Une petite illustration dans le domaine de l'agriculture. Le barrage de Markala, c'est un barrage vieux de plus de 70 ans. Depuis plus d'une décennie, les techniciens ont attiré l'attention des différents gouvernements sur les risques s'il n'y a pas de réparation sur ce barrage. Plus de 3 milliards. Le gouvernement les a mobilisés, le barrage est en train aujourd'hui d'être réhabilité. Dans le domaine de l'école, un pays sans école n'existe pas. Il y a plus de 500 ans, un conseiller d'un empereur chinois lui a dit ceci, quand il voulait aller en guerre contre ses voisins, il dit ce n'est pas l'affaire de faire la guerre. La guerre est trop coûteuse et elle est incertaine. On ne sait pas quand elle va finir. On sait comment elle commence, mais on ne connaît pas la fin. Ce qu'il faut faire, il faut travailler à détruire le système éducatif de ses adversaires et généraliser la corruption au niveau de l'élite dirigeante. Dans 20 ans, dans 25 ans maximum, vous aurez un peuple d'ignorants dirigé par les corrompus et vous occuperez leur pays en quelques semaines. Vous n'aurez pas besoin de faire la guerre. J'ai dit ça pour vous montrer l'importance que le gouvernement, sous la direction du président de la transition, a donnée à la reprise en main de l'école, à la lutte implacable contre la corruption et l'impunité, parce que c'est des conditions du redressement de la nation. Aujourd'hui, même ceux qui sont contre la transition, avant d'exprimer leur mécontentement, disent
dans le domaine de la sécurité, tout va bien, mais ailleurs, ça ne va pas. En oubliant que le gouvernement, c'est un tout. Le Premier ministre, il coordonne le travail gouvernemental. Ce qu'on peut dire de la sécurité, dans n'importe quel secteur, on peut dire la même chose. Mais comme le besoin de sécurité est le plus pressant, le président de la transition a décidé d'une réorientation stratégique de notre politique de défense et d'une réorganisation opérationnelle pour que notre pays puisse assurer la défense de son territoire, sachant bien que la défense est le principal outil d'exercice de la souveraineté de l'État, de l'affirmation de notre indépendance et de nos choix politiques. Des efforts importants ont été faits qui ne sont pas discutables aujourd'hui. Certains voulaient inculquer ce virus de la défaite dans la tête des Maliens pour leur dire qu'ils ne peuvent rien sans les autres. Aujourd'hui, notre armée est la fierté nationale. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Des décisions courageuses et stratégiques ont été prises. Notre armée peut intervenir sur n'importe quelle partie de notre territoire sans avoir besoin de l'autorisation, de la permission de qui que ce soit. Aujourd'hui, les Maliens ont le sentiment général de fierté, de restauration de la dignité de notre peuple. Ce n'était pas évident il y a un an. Je voudrais à cette occasion remercier le président de la transition pour la confiance qu'il a placée à notre équipe. Remercier les membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort, chacun en ce qui le concerne, qui travaillent nuit et jour pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Je voudrais remercier la société civile malienne. Au moment des incertitudes, elle s'est mobilisée pour dire qu'elle soutient le gouvernement pour faire aboutir les réformes. La société civile au sens le plus large du terme. Les chefs religieux, les syndicats, les autorités traditionnelles, les autorités coutumières, je voudrais les saluer de façon particulière. Saluer aussi la classe politique qui a accompagné dans son écrasante majorité le gouvernement dans les réformes. Bien entendu, remercier le Conseil national de transition, le deuxième organe avec le gouvernement qui sont les deux pieds sur lesquels marche la transition. Sans l'accompagnement et le soutien du Conseil national de transition, certainement qu'on n'aurait pas atteint les résultats. Voilà ce que je voulais dire en introduction avant de nous prêter aux questions des journalistes. Merci bien. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avec votre permission, donc, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Et pour cela, nous avons déterminé 5 axes principaux que nous allons tenter d'aborder dans l'ordre. Nous allons parler en premier lieu de réformes politiques et institutionnelles. Nous aborderons ensuite les questions, disons, les relations du Mali avec la communauté internationale. Les questions de défense et de sécurité constitueront le 3e axe de cette journée d'information. Elles seront suivies par des questions liées à la gouvernance. Et nous allons donc terminer par des questions liées au chapitre économie et questions sociales. Ce sera donc le chapitre qui va boucler cette journée d'information. Mais avant tout cela, nous allons voir parmi les confrères qui a une question relative à l'actualité de ces derniers jours pour ouvrir le bal. Ibrahim Traoré. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le 7 juin dernier, on a appris sur les antennes de l'ERTM la prorogation de la transition de 24 mois. Est-ce à dire, Monsieur le Premier ministre, déjà les motivations ont été expliquées par le porte-parole du gouvernement,
Mais est-ce à dire très concrètement qu'à partir de mars 2024, nous aurons un nouveau président de la République? Ce sera la fin de la transition au Mali? Vous savez, le décret qui a été publié le 7 juin 2022 n'a pas été pris au hasard. Je vous avais parlé des défis auxquels la transition a eu à faire face. C'est des défis jamais notre pays n'en a rencontré dans son histoire récente. Nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain avec des partenaires qui nous ont abandonnés. Nous nous sommes retrouvés avec l'expansion du terrorisme. Nous sommes retrouvés sur les bras aussi avec les revendications originelles pour lesquelles le peuple s'est soulevé. Il fallait harmoniser tout cela pour fixer le cap. Une situation d'hostilité, tout le monde l'a vu, au niveau de ce qu'il est convenu d'emblée la communauté internationale, a été organisée, orchestrée contre le gouvernement. Tout a été dit sur le gouvernement de transition. Tout a été prévu, sauf le fait qu'il devait réussir. Beaucoup ont misé sur le fait qu'il ne tiendrait pas 3 mois. Ça a été dit un peu partout. Mais comme j'ai dit, grâce à la vision claire du président de la transition, de la détermination du gouvernement, du soutien majoritaire de notre peuple, nous avons pu y faire face. Je ne reviendrai pas sur toutes les péripéties. Il me suffira juste de rappeler que dès le départ, le président nous a demandé de tout faire pour rechercher de façon obstinée l'inclusivité de tous les Maliens, de toutes les forces patriotiques autour du projet de la transition. La recherche obstinée de cette inclusivité a fait qu'on a pris plus de temps pour tenir les assises nationales de la refondation, qui était une condition sine qua non de la réussite de la transition. Les assises étaient prévues au départ pour être tenues au mois d'août. Mais lorsque nous sommes allés vers les forces politiques et sociales, une partie de la classe politique, pour des raisons qui lui sont propres, s'est opposée au processus de réforme, s'est opposée à l'implémentation d'un organe unique, s'est opposée à la tenue des assises. Nous avons continué les discussions. Après le Premier ministre qui a tenu 2 grandes réunions ici, les discussions ont continué avec les ministres, qu'on appelait la Troïka, le ministre de la Refondation, le ministre de l'Administration territoriale et la ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles. Pendant 2 mois. En septembre, nous avons organisé la table ronde des forces vives qui a décidé le 25 septembre d'aller aux réformes telles que souhaitées par le président de la transition, telles que souhaitées par notre peuple, donc majoritairement. Quant à la société civile, elle a son écrasante majorité, elle a soutenu les réformes. C'est ce même jour, 25 septembre, vous vous souviendrez bien, 2021, que nous avons porté à la 76e session de l'Organisation des Nations Unies le message du président de la transition et du peuple malien. Je pense que le 25 septembre a été un tournant. Parce que ce jour-là, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, nous avons mis les cartes sur la table. Nous avons parlé franchement.
nous avons décidé de ce que voulaient les Maliens. À partir de ce moment, le processus d'organisation des assises était devenu irréversible. Les assises se sont tenues, les conclusions des assises ont été validées, approuvées par le gouvernement. Et ces assises demandaient quoi? Une transition allant de 6 mois à 10 ans. Mais l'écrasante majorité des participants aux assises a retenu 6 mois à 5 ans. C'est à quoi le gouvernement s'était tenu. La proposition de ce délai a suscité les débats que vous savez, avec l'embargo. Beaucoup avaient prévu que l'État malien ne tiendrait pas 10-15 jours. La suite est connue, nous sommes dans le 6e mois. Mais cette période n'a pas été perdue. Le président de la transition a fait un énorme travail diplomatique. Il a passé des heures et des heures au téléphone. Il a envoyé des missions spéciales partout pour sillonner l'Afrique, pour parler avec nos partenaires. Il a accueilli plusieurs délégués, plusieurs envoyés spéciaux. C'est un homme qui est discret par nature, mais le travail continuait. C'est le fruit de ce travail intense, diplomatique, politique, stratégique, qui nous a amené à prendre un certain nombre de décisions fortes. Et vous aurez constaté qu'entre le 28 décembre 2021, où notre armée a lancé la grande offensive pour détruire l'essentiel des sanctuaires des terroristes, en passant par la fin des assises le 30 décembre, de cette date à aujourd'hui, beaucoup de décisions qui étaient inimaginables il y a quelques années, ont été prises, de grandes portées politiques, historiques et patriotiques. C'est dans cette même veine que le président a négocié un délai de 24 mois. Il s'agissait de mettre en pratique les modalités de mise en œuvre de cette transition de 24 mois. Je crois que les discussions continuent avec nos frères de la CEDEAO. J'ai l'habitude de dire, souvent en contrariant l'opinion d'ailleurs, l'opinion publique, que ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est une brouille passagère, mon intime conviction, comme ça se passe dans toutes les familles. Et que tôt ou tard, nous allons nous comprendre. Ce décret a un seul objectif, c'est de montrer clairement à nos frères de la CEDEAO que nous ne sommes pas dans la diversion. Notre souhait aurait été qu'à l'issue du sommet, des décisions fortes soient prises pour lever l'embargo. Mais comme nous avons décidé d'avancer au rythme attendu par notre peuple, nous avons décidé d'avancer en montrant aussi notre bonne foi aux chefs d'État qui, majoritairement, sinon à l'unanimité, aujourd'hui, n'ont pas d'objection de fond. Et les questions qu'ils se posent ont été répondues par le président de la transition. Nous avons décidé de publier ce décret pour mettre en confiance les Maliens, pour mettre en confiance nos frères de la CEDEAO, pour mettre en confiance la communauté internationale. Il n'y a aucun esprit de défiance vis-à-vis de qui que ce soit. Dieu merci, à la date d'aujourd'hui, grâce à la mobilisation de notre peuple, que je voudrais féliciter avec force et remercier, parce que la mobilisation du 14 janvier 2022, à l'appel du président de la transition, qui a mobilisé plus de 4 millions de Maliens, c'est ce jour-là que le destin de la transition s'est joué. Si le peuple n'était pas sorti ce jour-là, nous aurions tiré les conséquences.
Mais le peuple a dit ce jour-là que la transition allait dans le sens qu'il veut et a exigé des autorités de la transition de tenir bon. Donc aujourd'hui, je crois que nos partenaires au niveau de la communauté internationale ont compris ce message de notre peuple. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de débat sur la nécessité des réformes, sur la nécessité de mener la lutte contre la corruption, sur la nécessité de mettre en place un organe unique indépendant. Ce débat est clos. C'est une première victoire de notre peuple. Ce n'était pas évident il y a un an. La situation sécuritaire dans notre pays ne permettait pas d'organiser des élections. La preuve, tous les responsables politiques qui disaient ici à Bamako qu'il faut tenir les élections, aucun d'entre eux ne peut aller à une élection dans sa localité. Aucun. Mieux, quand on a organisé les assises nationales, qui étaient largement inclusives, plus de 80 000 Maliens ont participé au débat. Parmi ces 80 000 Maliens, de la base au sommet, il y a des présidents de fédérations, des députés, des maires, des présidents de conseils qui ont présidé des séances. Pendant que certains responsables disaient à Bamako qu'ils n'étaient pas d'accord avec les assises. Ça montre clairement que c'était un besoin. Donc, à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la nécessité de tenir les réformes, il n'y a plus de débat sur la nécessité de mettre un organe unique véritablement indépendant. Je le précise, un organe unique indépendant pour que les résultats des élections soient le moins contestés possible. La lutte contre la corruption et l'impunité qui a désarticulé l'État, y compris et surtout notre outil de défense. La mise en œuvre obstinée de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger en veillant à l'intangibilité de 4 paramètres. L'unité nationale, la souveraineté de l'État sur l'ensemble de son territoire, la forme laïque et républicaine de l'État et l'intégrité de notre territoire. En dehors de ces 4 paramètres, tout le reste peut se négocier entre nous frères maliens pour créer les conditions d'une paix stable, d'une paix sur le long terme. Et donc ce décret a été pris, comme je vous l'ai dit, pour mettre en confiance notre peuple, pour mettre en confiance et rassurer nos partenaires. Il n'est fait contre personne. Et à partir de ce moment, le président a dit clairement aux membres du gouvernement, nous allons aller à 100 à l'heure. Les réformes vont se succéder à une vitesse grand V pour que d'ici un an, nous créions les conditions de tenue d'élections transparentes et retournées à l'ordre constitutionnel normal. Il faut rendre hommage au travail intense du président. Sans bruit ni trompette. Tous les jours au téléphone. Je peux témoigner moi-même, pendant des séances de discussion sur les dossiers du Conseil des ministres, il est appelé par ses homologues d'un peu partout dans le monde. Et donc c'est ce travail diplomatique qui a donné les résultats auxquels nous avons abouti, en espérant que nos frères de la CEDEAO, la communauté internationale et les Maliens nous accompagneront pour la réussite de la mise en œuvre de la lettre et l'esprit de ce décret. Nous passons donc aux réformes politiques et institutionnelles. On va prendre 3 questions là-dessus. D'accord, nous avons Madiba Keïta par là. Un instant, on va prendre Alexis Kalambri. Et s'il vous plaît, votre nom? Pardon? Bodou. D'accord, ok. Vous allez vous présenter de toutes les manières. Avancez, Madiba. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a décidé de la création d'une autorité indépendante pour gérer les élections. Est-ce qu'on peut connaître la composition de cet organe unique? Ensuite, est-ce que sa création va-t-elle réellement garantir la crédibilité et la transparence des élections? Je vous remercie. Alex. Alexis Kalambri, Mali Tribune. Je pense que le programme d'action gouvernementale portait sur la durée de la transition qui a pris fin.
Est-ce qu'on peut avoir une évaluation de votre part? Ensuite, quelles sont les grandes lignes que vous tracez pour les 24 mois qui se dessinent? Merci. Alors, je vous rappelle qu'on est sur les réformes politiques et institutionnelles. Sira. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Sira Bachili de l'ORTM. Le Mali est dans la logique de rédiger aujourd'hui une nouvelle constitution. Les constitutionnalistes, certains constitutionnalistes voient en cela le virage vers une 4e république carrément. Quelle est la nécessité aujourd'hui pour le Mali d'aller vers une nouvelle constitution? Est-ce que vous êtes déjà à la tâche pour cela? Merci. Bonjour. Moi, je suis le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Les difficultés du Mali sont-ils liées à un problème de personnes ou à un problème de réforme politique et institutionnelle? Merci. Merci, chers confrères. Donc, ce sera tout pour cette phase, Monsieur le Premier ministre. Merci bien. Les réformes politiques et institutionnelles, je vous l'ai dit dans l'introduction, sont une exigence fondamentale du peuple malien. Vous vous souviendrez qu'en 2018, après l'élection présidentielle, nous avons eu l'une des plus graves crises politiques post-électorales qui a duré des mois, à l'intérieur et à l'extérieur du Mali, dans les villes et les campagnes. Face au risque de déstabilisation du pays, la CEDEAO avait dépêché en son temps une mission de haut niveau, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a déposé un rapport. Et ce rapport disait quoi, en substance? Octobre 2018, retenez bien, la CEDEAO disait qu'après analyse de la situation politique, après avoir échangé avec l'ensemble des forces politiques et sociales, elle fait une recommandation forte. C'est de ne plus tenir des élections en République du Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles exigées par les populations. Octobre 2018, c'est la CEDEAO qui le demandait. Nous pensons d'ailleurs que le soulèvement de 2020 qui a conduit au changement de régime, entre autres raisons, est le résultat de non-application de cette recommandation de la CEDEAO. Parce que le gouvernement d'alors n'a pas fait les réformes. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que ça fait 20 ans que le besoin de réformes politiques et institutionnelles, notamment la réforme de la Constitution, s'est imposé. Vous vous souviendrez qu'en 2001, le président d'alors avait initié une révision constitutionnelle. La loi de la révision a été votée à l'Assemblée. La date des élections a été fixée. Le collège a été convoqué. À la dernière minute, ça a été reporté, sinon annulé. 2001. Le président est élu en 2002. A fait 10 ans. À la dernière année, il voulait procéder à une révision de la Constitution. Dieu en a décidé autrement. Il y a eu le changement de régime avant la révision. En 2017, un troisième président a tenté la révision de la Constitution. Face au risque de soulèvement, parce qu'il y avait des doutes quant à l'objectif visé par la révision, face à un risque de soulèvement populaire, à la dernière minute, vous vous souviendrez que c'est presque entre 23h et minuit que le président a fait une déclaration solennelle pour retirer la révision constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a un besoin profond de réforme au Mali, demandé par les Maliens, demandé par les partenaires du Mali. C'est pour cela que nous étions surpris. Et c'est pour cela que nous n'avons pas lâché, malgré les pressions. Quand je dis nous, le gouvernement, nous n'avons pas lâché sur la nécessité de faire les réformes politiques et institutionnelles. Et les assises nationales ont renforcé cette demande et ont demandé avec force l'installation d'un organe unique indépendant
d'organisation des élections. Nous avions avant la CENI, nous avions l'administration, nous avions la délégation générale aux élections. Je crois qu'il y a 3 ou 4 institutions qui s'occupaient des élections. Il a été décidé de les regrouper en un seul organe qui va conduire le processus électoral, qui va proclamer les résultats des élections. La Cour constitutionnelle se chargera de valider ces résultats et de s'occuper du contentieux électoral. Donc, les réformes politiques institutionnelles, notamment l'installation de l'organe unique indépendant pour la gestion des élections, c'est une demande forte du peuple malien. Nous pensons que s'il est mis en place, suivant la lettre et l'esprit du texte, il doit minimiser les risques de contestation des élections. Il s'agit de minimiser les risques de contestation des élections pour que la majorité des citoyens aient le sentiment que les élections ont été transparentes et qu'ils ont choisi les dirigeants de leur choix. Sa composition est définie dans la loi. En tous les cas, le texte est au niveau du Conseil national de transition, qui a continué dans le sens de la recherche de l'inclusivité, à élargir ses écoutes, même aux forces politiques qui avaient refusé de participer au processus. Parce que comme je vous avais dit, le Premier ministre est allé vers les forces politiques, les ministres ont continué, le président de la transition lui-même est descendu dans l'arène à un moment donné pour appeler les différentes forces politiques à se joindre au gouvernement pour la réussite des assises et la tenue et la mise en place de l'organe unique. Mais il y a des forces politiques, pour des raisons qui leur sont propres, c'est leur droit, qui ont refusé tout cela. En discutant avec un ami responsable politique, je lui ai dit, vous savez, le train de l'histoire, il n'attend pas. Quand il est à la gare, il faut rentrer dans le train. Si vous n'êtes pas d'accord, vous descendez à la gare suivante. Mais si vous attendez de finir vos débats avant que le train de l'histoire ne démarre, il va partir vous laisser. Bon, c'est arrivé avec certains. Heureusement, le train s'est arrêté à la gare du CNT. Le CNT a décidé de continuer. Les recommandations du président, c'est-à-dire rechercher l'inclusivité, le gouvernement l'a appliqué, le CNT a continué. Donc ceux qui avaient refusé de participer au débat, quand le CNT les a appelés, ils sont allés. Donc à la gare du CNT, d'autres sont venus maintenant faire les débats. Ce que nous souhaitons, c'est que l'esprit et la lettre du texte ne soient pas vidés de leur contenu. Comme on dit le philosophe, on dit que la parole est donnée à l'homme pour bien exprimer ses idées, mais souvent, la parole est utilisée pour masquer ses idées. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est d'accord avec la réussite de la transition et dire qu'on n'est pas d'accord avec l'installation de l'organe unique tel que le gouvernement de transition l'a prévu, qu'on n'est pas d'accord avec la lutte contre la corruption et l'impunité, qu'on n'est pas d'accord avec les réformes politiques institutionnelles au motif qu'il faut les reporter après les élections, c'est notre gouvernement qui doit les faire, et notre gouvernement légitime. Mais on n'a organisé que des élections depuis 30 ans. On n'a eu que des gouvernements légitimes depuis 30 ans. Pourtant, on a eu 4 coups d'État sans compter les tentatives de coups d'État. Donc, il faut tirer les leçons de tout cela. C'est pour cela que nous fondons beaucoup d'espoir sur le fait que le Conseil national de transition, après les écoutes de l'ensemble des forces vives, comme je dis, le président du Conseil national de transition a continué dans la logique de la recherche de l'inclusivité, souhaitée par le chef de l'État, que ce texte va être approuvé. Je pense que les 2 pieds sur lesquels marche la transition, le gouvernement et le CNT, continueront à marcher à la même cadence pour qu'à la fin, la transition puisse être une réussite pour tous les Maliens. Le programme d'action gouvernementale a fait l'objet de plusieurs types d'évaluations. D'abord au niveau du gouvernement, trimestriellement, nous avons saisi régulièrement le Conseil national de transition des résultats de la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale. Il y a eu souvent des discussions à caractère polémique. Vous savez, chez nous, dès qu'il y a
un débat contradictoire, beaucoup concluent qu'il y a des antagonismes. Le débat contradictoire est nécessaire pour la bonne santé de la démocratie. Quand le Conseil national de transition, en jouant son rôle naturel de contrôle de l'action gouvernementale, a demandé à écouter le Premier ministre sur la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale, qu'il a autorisé. Certains ont vu en cela une confrontation entre les deux institutions, alors que nous avons trouvé que c'était une bonne chose. Le CNT joue son rôle, et le gouvernement d'ailleurs n'avait d'autre choix que d'aller répondre parce qu'il a l'obligation de rendre compte. Dans ce processus, il y a eu des fixations sur certains chiffres. Vous savez, quand on met en œuvre un programme d'action, il y a des actions à court terme que vous finissez de réaliser au bout de 6 mois ou 7 mois. Il y a des actions qui commencent, qui ne finiront que dans 9 mois, d'autres dans 5 ans, d'autres dans 2 ans. Il y en a même qui continueront même après la transition. Quand vous mettez tous ensemble, entre ce qui est fini, ce qui est en cours, qui va être terminé d'ici quelques temps, on était à plus de 80%. Mais dans les débats politiques, les débats ont pris souvent une couleur politique. Il y a eu la fixation sur les 35% d'actions totalement réalisées. L'important, c'est que tous ces débats n'aboutissent pas à des antagonismes entre les institutions. Et donc, les 24 mois qui restent, comme vous avez demandé, vont être déclinés dans les semaines à venir publiquement. Nous n'avons pas voulu sortir des discussions du caractère discret et respectueux dans lequel nous sommes avec la CEDEAO. Sinon, nous avons implanté un comité de suivi technique, un comité de suivi d'évaluation politique, présidé par le ministre des Affaires étrangères, le comité de suivi politique et technique, présidé par le ministre de l'administration territoriale. Tout est connu aujourd'hui, et de nos partenaires de la CEDEAO. Le chronogramme est connu. Nous avons discuté de tout cela. Et donc, dans les semaines à venir, si le président en convenait, parce qu'il est dans les discussions avec ses homologues, ça pourrait être rendu public. Je crois que ça va renforcer la confiance des citoyens et des partenaires. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de partenaires, au contraire, qui ont été ravis par la publication du décret. Parce qu'ils ont dit qu'il y a au moins une incertitude qui a été levée totalement quant à la fin de la transition. Ça leur suffisait. Ils demandaient maintenant le déroulé. Le déroulé, nous l'avons travaillé aussi. Mais c'est dans les tiroirs pour l'instant. Nous aurions souhaité que, après le sommet de la CEDEAO, que ça soit publié avec eux, ensemble. Il existe ce chronogramme. La nécessité d'une nouvelle constitution, je crois que je suis revenu là-dessus. Mais ce que les Maliens veulent maintenant, c'est vraiment un État refondé. C'est-à-dire une constitution qui prend en charge les véritables préoccupations des Maliens. On a une constitution qui n'a pas empêché, dont l'application n'a pas empêché 3 ou 4 coups d'État à moins de 30 ans. Il faut s'interroger. On a une constitution où des choses se font au nom du peuple qui n'ont rien à voir avec les désirata du peuple. Au point que le peuple n'a eu d'autre choix que de recourir à un soulèvement. Parce que les leviers institutionnels normaux n'ont pas fonctionné. Lorsque, en 2013, le gouvernement de transition à la fin dit, pour mettre en œuvre la loi d'orientation et de programmation militaire, l'armée a besoin de 400 milliards de francs CFA sur 5 ans. On a un gouvernement démocratiquement élu, légitime, comme c'est les termes qui sont un peu à la mode, qui réévalue à 1230 milliards. Gouvernement élu, qui réévalue, les Maliens votent des deux mains, même les opposants. 7 ans après, des camps militaires sont attaqués, les militaires sont tués en masse, ils n'ont pas souvent de munitions, souvent ils n'ont pas d'armes, souvent ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. C'est le ministre de la Défense qui l'a dit devant les députés, ce n'est pas moi qui le dis.
les vecteurs aériens qui sont indispensables, vu l'immensité de notre territoire, tant qu'on n'aura pas la suprématie dans les airs, il est illusoire de penser changer les rapports des forces militaires sur le terrain. Or, tant que les rapports des forces militaires sur le terrain n'auront pas changé vis-à-vis des groupes terroristes, aucun message politique ne sera audible, aucune réforme ne sera possible. 7 ans après, on enterre nos militaires dans des fosses communes parce qu'on ne peut même pas rapatrier les corps pour les enterrer dignement. 7 ans après, il y a des pans de notre territoire où nous ne pouvons pas survoler parce qu'il faut des autorisations. 7 ans après, quand nos camps sont attaqués, on ne peut pas les secourir parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'a pas les vecteurs aériens. Les militaires peuvent tenir des heures durant. Vous vous rappelez de l'attaque de Ndélimane? 7 heures de temps. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Les Maliens disent attention. Mais où sont partis les fonds que nous avons votés? Les Maliens apprennent qu'on commande des hélicoptères, 6, on se retrouve avec 2 d'occasion qui travaillent quelques mois, ils sont arrêtés. Heureusement, nous les avons réparés aujourd'hui, ces hélicoptères sont sur le théâtre des opérations, alors qu'ils étaient cloués. Les 2 qui n'ont marché que quelques mois. Les Maliens commandent des avions, soit une partie des avions ne vient pas, ou même ceux qu'on achète cash sont bloqués. On ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne pour équiper notre armée. On est totalement dépendant de la volonté et des décisions politiques prises ailleurs, pendant que la population continue de mourir. Des villages entiers sont détruits, des militaires tombent en grand nombre. Pendant ce moment, dans les ambassades, dans les grands forats internationaux, le Mali est dirigé par un gouvernement démocratiquement élu. L'aide internationale coule à flot. Les Maliens disent, mais attention, qu'est-ce qui peut amener à ça? Il faut changer la Constitution. Parce que même lorsque, avec l'énergie du désespoir, l'opposition en son temps, le chef de file de l'opposition, paix à son âme, Soumaïla Cissé, a demandé à l'Assemblée, enquêtons au moins pour savoir qu'est-ce qu'on a fait du montant qui a été alloué à l'armée. Dans un système démocratique normal, c'est la moindre des choses, surtout un pays en guerre. Les pays qui nous donnent les leçons, quand il y a des choses comme ça au niveau de leur parlement, ils mettent des commissions d'enquête pour savoir au moins et situer les responsabilités. La demande a été mise dans les tiroirs. Donc ça veut dire que la constitution que nous avons ne permet pas de gérer l'État de façon démocratique. La volonté de quelques personnes peut s'imposer à l'ensemble du peuple malien. Les élections sont truquées. L'argent destiné au pays est détourné. Mais le plus grave, au niveau de la défense, en période de guerre, les citoyens n'avaient aucun moyen de dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette dérive. La seule solution qui est restée, c'est la rue. Donc il faut une constitution où il y a un équilibre des pouvoirs qui permet de dire aux hommes politiques que l'élection, là, ce n'est pas un blanc-seing pour faire ce qu'on veut. L'élection ne rend pas le peuple esclave de l'élu. L'élection, pour parler de façon triviale, c'est un permis que le peuple donne à un ou à un groupe d'hommes pour conduire ses destinées. C'est comme quand vous donnez un permis à un chauffeur. S'il passe son temps à faire des accidents, à tomber dans des caniveaux, à faire des morts, celui qui a donné le permis le retire. Celui qui détient le permis, c'est le peuple. Soit il le retire à la suite d'élections. Ce qui a été souhaité en 2020, ça n'a pas été le cas. Ou bien il le retire en descendant dans la rue, en faisant la désobéissance civile, parce qu'on n'est plus dans une république. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et donc je pense que la révision constitutionnelle, qui est de l'initiative du président, c'est important de le souligner.
C'est le président qui initie la révision constitutionnelle. Ou le Conseil national de transition qui fait aussi d'assemblée. Le président, comme il l'a fait jusqu'ici, tiendra compte de toutes les sensibilités, exactement comme on a organisé les assises nationales de la refondation, pour que la nouvelle constitution soit une constitution qui soit conforme à nos valeurs, qui prenne en charge les préoccupations, les soucis des Maliens d'aujourd'hui. Donc, je pense que ce que les Maliens veulent, c'est une constitution qui permet de gérer de façon équilibrée le pays. Et à ce niveau, je pense qu'on ne part pas sur un terrain vierge. Les présidents qui se sont succédés, ils ont fait des réflexions. Je pense qu'on ne les jette pas dans la poubelle. C'est ce que nous avons dit. La spécificité de cette transition, c'est que nous n'avons jamais dit qu'il faut déchirer les pas de l'histoire et les jeter. On les tourne après avoir lu et retenu ce qu'il y a dedans de bon. Donc je dis oui, une nouvelle constitution, une 4e république est nécessaire. Monsieur le Premier ministre, nous abordons le 2e chapitre de cette journée d'information. Il est relatif aux relations du Mali avec la communauté internationale. Chers confrères, Mamadou Sakho, Mohamed Ousmane, on va prendre 3 questions maximum. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Mamadou Diadje Sakho, promoteur, directeur général de la radio-télévision Futur Média. Vous l'avez dit, vous êtes le Premier ministre d'un gouvernement issu de la rectification. Et tous les Maliens aujourd'hui savent que votre gouvernement est pleinement dans la refondation aussi. Mais ce que mes auditeurs et mes téléspectateurs m'ont demandé, c'est de clarifier la position de notre pays par rapport à la CEDEAO, de clarifier notre position par rapport aux partenaires historiques qui nous a largués en plein vol. Heureusement qu'on a un président colonel parachutiste et un premier ministre parachutiste. Et le 4 juin passé, tous les Maliens avaient le regard vers Accra et le stade du 26 mars. Heureusement pour nous, le jeune brillant ministre de la Jeunesse et des Sports nous a quand même offert cette victoire. Mes auditeurs m'ont chargé de vous féliciter et de vous remercier. Mais depuis le 4 juillet, on n'a pas entendu trop de commentaires par rapport à ce sommet et on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer le 3 juillet et qu'est-ce qui pourra se passer même le 3 août? Alors, théoriquement, c'est une question par personne, hein, donc je demande aux confrères de bien vouloir en tenir compte. Ousmane Mohamed. Monsieur le Premier ministre, parler de l'aménagement peut nous amener à faire un récit long. Mais je veux faire abstraction de tout ça. L'aménagement, aujourd'hui, va amortir le dernier mandat, qu'on appelle le mandat 2384. Maintenant, tout de suite, avec tout ce qui se passe, avec tout ce confusionnisme autour de l'aménagement, est-ce que le Mali va renouveler le mandat de l'aménagement dans quelques jours? Bonjour, moi c'est Seydou Oumar Traoré de Radio Baoulé FM. Nous assistons, Monsieur le Premier ministre, ces derniers temps à une intensification des axes de la coopération bilatérale avec la Russie au moment où nous chassons la France colonisatrice. Pourquoi ce choix de la Russie et à quoi le peuple doit-il s'attendre? Monsieur le Premier ministre. Merci bien. Vous savez, les aigles, je devrais commencer par les féliciter. Je pense que ces dernières années, ça aussi, ça fait partie des acquis de la rectification de la transition. Nous partons. Les aigles sont des acteurs clés qui rectifient aussi la trajectoire de la transition. Nous volons de victoire en victoire. Il y a quelquefois des déceptions, mais globalement, ils donnent l'espoir aux Maliens.
je leur dis, redonne l'espoir aux Maliens. Je voudrais les saluer, les féliciter, les remercier, avec en tête leur ministre. Vous savez, l'État a fait de gros efforts. Le stade du 26 mars, il y a 1 an, 2 ans, était en passe d'être déclassé pour ne plus tenir des matchs internationaux. Aujourd'hui, les plus grandes fédérations internationales sont venues, ont vu, ont apprécié ce qui a été fait. Est-ce que vous savez que c'est sur les économies en matière de réduction du train de vie de l'État que près de 10 milliards ont été investis? C'est sur ces économies de réduction du train de vie de l'État que 50 milliards ont été investis pour renforcer l'outil de défense, renforcer à 70 milliards. Est-ce que vous savez que c'est sur l'économie sur les trains de vie de l'État que 5 milliards ont été investis dans le système de la santé, que 2000 écoles ont été réhabilitées dans le système éducatif, que 5 milliards sont en train d'être investis pour les infrastructures routières, que 5 autres milliards sont en train d'être investis pour d'autres activités. J'ai dit ça au passage, ce n'était pas le sujet, mais c'était important à dire parce que souvent c'est bon de dire qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire. Et ces économies, c'est quoi? C'est en rationalisant les dépenses, en diminuant les missions, en regardant partout où il y a des niches où on peut économiser. Pendant ce temps, des centaines et des centaines de milliards sont laissés, le gouvernement y renonce pour jouer sur les produits de première nécessité. Des centaines et des centaines de milliards. C'est pour cela que malgré l'embargo, nous ne sommes pas les moins lotis. Il y a des pays autour de nous où les gens, toute la journée sont en ville, il y a les vidéos qui circulent, je n'invente rien. Au Mali, peut-être il y a de l'inconfort, d'une façon générale, mais il n'y a pas de pénurie qui font que tout est bloqué. Ce n'est pas arrivé au Mali encore. Toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs. À la date d'aujourd'hui, tous les produits de première nécessité, leurs prix sont les plus bas au Mali que dans tous les autres pays de la sous-région. Toutes choses égales par ailleurs. Et malgré l'embargo, je viens de dire, malgré que depuis 2 ans, nous n'avons pas d'appui budgétaire. Vous savez qu'on a mis dans la tête des Africains que sans l'aide budgétaire, on n'existe pas. On ne peut rien faire. Certains ont même dit, je crois, dans des médias sociaux, que le gouvernement ne tiendra pas 10-15 jours parce qu'il n'y a plus d'aide budgétaire. Ça, c'est été dit en janvier. C'est pendant cette période-là que nous avons augmenté les salaires de 204 milliards, que nous avons équipé notre armée plus que les 20-30 dernières années réunies. Aujourd'hui, nous avons une armée qui s'équipe, qui recrute, qui forme, qui mène le combat. Généralement, les armées s'équipent, se préparent des années avant. Mais nous, notre armée, des circonstances historiques lui ont imposé cette façon de faire. Elle y fait face avec honneur et dignité. Je voudrais donc rendre un hommage mérité à notre armée, à nos soldats qui tombent tous les jours sur le terrain, même au moment où on est en train de parler en action sur le terrain, et à la hiérarchie militaire. Nos relations avec la CEDEAO, la communauté internationale, vous savez, la diplomatie, la défense, par définition, et la justice, c'est les secteurs qui incarnent la permanence de l'État. Les ruptures dans ces domaines doivent se faire de façon ordonnée, de façon maîtrisée, de façon réfléchie, en faisant preuve de beaucoup de discernement, de capacité d'anticipation. C'est cette approche qui nous a permis, sous la haute conduite du président de la transition, de faire face tout de suite à la situation de vide qui était créée autour de nous. Il a fallu faire une réorientation stratégique immédiatement, parce qu'on nous a annoncé du jour au lendemain qu'on nous abandonne. Je ne dis pas le reste de la phrase parce que ça fâche.
une réorientation stratégique, une réarticulation de notre tactique aussi, pour occuper toutes les emprises qui ont été abandonnées. Je viens de vous dire ce que l'armée vivait, ce que le peuple vivait, comme drame, comme amertume. Quand on ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne pour notre armée, quand des avions destinés à transporter les soldats sur le front, à transporter des malades, à transporter même d'autres civils, nous achetons cash. L'avion est bloqué pendant plus d'1 an. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste, comme j'ai dit, le malade est là, Mali. Il a une maladie diagnostiquée depuis 2012-2013 qui a atteint une partie de son corps. On lui prescrit, le docteur communauté internationale avec un pays en tête lui prescrit un médicament prévu de le guérir dans 2 ans. 9 ans après, la maladie n'est non seulement pas guérie, mais la gangrène a atteint les 80% de l'organisme. Qu'est-ce que le malade fait? Ou bien il se résigne, il attend la mort, ou bien il décide de changer soit de médecin, soit de prescription, soit de posologie, ou le tout ensemble. En tout cas, s'il ne veut pas mourir. Le Mali a décidé de chercher des partenaires stratégiques qui jouent le jeu, qui n'ont pas un agenda caché, qui le respectent, qui respectent son peuple, qui respectent sa dignité, qui ne reçoit pas d'injonction. C'est tout. Nous ne sommes contre personne, nous n'avons défié personne. Et aujourd'hui, les résultats de cette politique sont là. Nous avons des vecteurs aériens. Il n'y a pas une partie de notre territoire où nous ne pouvons pas intervenir aujourd'hui. Maintenant, si cela peut amener à un mécontentement, bon, ça, nous ne pouvons rien contre ça. Vous avez parlé du cas de la Russie. Bon, nous aussi, on parle de la Russie parce que c'est de la Russie que les autres parlent. Sinon, notre coopération, elle est diversifiée aujourd'hui. Nous avons décidé d'aller à la diversification de notre coopération militaire, économique, diplomatique, dans tous les domaines. Nous ne voulons plus avoir un tuteur. Nous ne sommes la chasse gardée de personne. Nous sommes la chasse gardée du peuple malien. Point à la ligne. Concernant la CEDEAO, le Mali a vocation à unir. C'est pourquoi il n'y a aucune organisation régionale, sous-régionale, africaine qui a été mise en place sans que les chefs d'État du Mali soient là à la création. Et nous sommes très fiers de dire chaque fois que nous sommes le seul pays qui a inscrit dans toutes ses constitutions qu'il est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une incompréhension de nos frères de la CEDEAO. Mais les peuples ne sont pas d'accord avec ces sanctions. Vous voyez ce qui se passe autour de nous. Les peuples ne sont pas d'accord. Ces peuples continuent à vouloir de l'unité. La CEDEAO, ça fait 350 millions de consommateurs. Si on s'organise, ça suffit pour développer n'importe quelle industrie. La circulation des personnes et des biens. C'est des horizons que ça ouvre pour nos opérateurs économiques. Pour notre pays, on est plus fort quand on est ensemble. Aujourd'hui, il y a des blessures que nous subissons. Il y a même des tentatives de nous humilier. Mais vous savez, ce n'est pas sous la colère qu'on lève ces défis. Sauf si les conditions nous l'imposent et que l'histoire, le peuple malien et le peuple africain témoigneront du fait que la responsabilité ne vient pas du peuple malien. Avant cela, faisons confiance au président de la transition. Il abat un travail énorme. Faisons confiance au chef d'État de la sous-région. L'embargo a été pris avec un certain état d'esprit, qui a changé aujourd'hui, je crois.
l'embargo a été pris avec certaines données politiques, économiques et financières qui se sont avérées pas justes, avec certains calculs qui sont avérés pas justes. Aujourd'hui, je pense que la raison est en train de prévaloir. Personnellement, jusqu'à preuve du contraire, je continue à être raisonnablement optimiste. Faisons confiance au président, faisons confiance au chef d'État de la CEDEAO pour comprendre l'intérêt supérieur du peuple malien et des peuples de la CEDEAO. Vous avez cité la France. Vous savez, les relations avec la France se sont dégradées, pas de notre faute. C'est les dirigeants français, les premiers, qui ont décidé de façon unilatérale, sans prévenir, qu'ils arrêtent les opérations militaires avec notre pays, alors qu'on avait un accord. À partir de ce moment, nous n'avons pas d'autre choix que de chercher à combler ce vide. C'est les dirigeants français qui ont continué à nous donner des injonctions, à nous parler avec un ton injurieux. Nous n'avons pas accepté cela. J'ai toujours dit que les peuples ne sont jamais ennemis. C'est souvent les dirigeants, par leur comportement, leur façon de faire, qui donnent le sentiment qu'on est en conflit. Nous, on ne peut pas être en conflit avec le peuple français. En dehors de la communauté algérienne, j'ai l'habitude de le dire, la communauté la plus importante en France, ce sont les Maliens. C'est des binationaux qui travaillent. Leur apport, l'apport des Maliens dans notre économie est plus important que l'aide extérieure dont on parle très souvent. Mais on ne peut pas négliger ça. Et donc nous n'avons pas de problème. Et d'ailleurs, je crois que le gouvernement français aurait été bien inspiré de demander l'avis de tous ces Maliens qui vivent en France. Je suis sûr que le discours aurait été autre. Mais il y a des pratiques, je pense, qui doivent changer. Il faut que les dirigeants de tous les pays du monde comprennent qu'ils ne doivent pas se tromper d'époque, ils ne doivent pas se tromper de peuple, ils ne doivent pas se tromper d'interlocuteurs. Les interlocuteurs qui sont à la tête de l'État aujourd'hui malien ne veulent pas recevoir d'injonctions, ne veulent pas recevoir des oukases. Ils veulent des discussions entre partenaires de façon respectueuse. Et d'ailleurs, je note une amélioration dans le discours depuis quelque temps. Après les dernières décisions fortes que le président de la transition a prises relativement aux accords militaires avec la France et le G5 Sahel, je crois que le discours du président français, ce que j'ai suivi, il en a pris acte, il a dit son désaccord, mais dans un langage, un discours plus respectueux. Je pense que c'est ce qu'il faut entre les États. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le nouveau président français auquel je souhaite bon vent a créé à son propre niveau un comité national de la refondation. Nous, toute notre bataille, les assises nationales de la refondation, c'est pour les tenir et tenir les conclusions qu'on nous a fait la guerre. Et partout, c'est le mot refondation, aujourd'hui c'est partout. Le Conseil national de transition, c'est des termes venus du Mali qui sont utilisés un peu partout aujourd'hui. Nous ne faisons rien contre personne. Et notre porte est ouverte pour coopérer avec tous les pays qui respectent notre personnalité, qui respectent notre souveraineté, qui nous traitent avec respect et qui sont fiables. Notre ministre de la Défense a eu à dire quand on recevait une partie des équipements venus de... Il dit que c'est des partenaires fiables. Il est bien placé pour le dire, c'est eux qui sont sur les théâtres des opérations. Ils savent ce qui se passe. Donc tous les partenaires qui sont prêts à travailler avec nous, dans le cadre des intérêts réciproques, le respect réciproque, comme on dit maintenant, dans le cadre du gagnant-gagnant, mais il n'y a pas de problème. La France a plus d'atouts que beaucoup de pays. C'est avec sa langue qu'on s'adresse au reste du monde, même entre nous. Les liens culturels et historiques qui nous unissent sont plus forts que tous les autres pays, mais il y a des choses qu'il faut changer. Les temps ont changé. Les Africains ne veulent plus que les choses continuent comme avant. C'est aussi simple que ça. Notre président, il a moins de 40 ans, c'est une nouvelle génération.
Ils n'ont pas de papa devant qui ils vont baisser les yeux. Il a fait presque la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Les chefs militaires avec lesquels nous conduisons la rectification de la transition aujourd'hui, mais ils ont fait 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires, depuis 2002 jusqu'en 2020. Donc tout ce qui s'est passé sur le terrain, ils l'ont vécu, ils l'ont vu. Les trahisons, les doubles jeux, les coups de poignard, les doubles langages, les hiatus entre le discours politique et ce qui se fait sur le terrain. Mais ils l'ont vu. Donc ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des leçons. Et sur le plan politique, les Maliens ont vécu près de 4 coups d'État en 30 ans, avec la division de notre pays, la guerre civile, les populations qui se tuent. Mais on ne pouvait pas continuer dans ça. C'est pourquoi je suis surpris que dans le dernier rapport qu'on est en train de chercher à présenter devant le Conseil de sécurité, on dit que l'État malien ne contrôle que 15% du territoire. Pourtant, jusqu'ici, on n'a pas vu de tels chiffres dans les rapports, mais ne vous inquiétez pas. Le ministre des Affaires étrangères, sur les instructions du président, portera la contradiction là où il faut, au bon lieu, au bon moment, devant les interlocuteurs qu'il faut, au nom de notre peuple. Le sommet du 3 juillet, je vous ai dit, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, je suis raisonnablement optimiste. Faisons confiance au président, faisons confiance à la sagesse des chefs d'État de la CEDEAO, qui de toute façon, comme je dis globalement, ne sont pas dans une attitude d'hostilité vis-à-vis du Mali aujourd'hui. En tout cas, selon les informations que nous avons. Le mandat de l'aménagement, c'est exactement comme la CEDEAO. L'aménagement est intervenu à un moment où le peuple malien a fondé beaucoup d'espoir. Dans l'esprit des Maliens, l'aménagement vient les aider à combattre le terrorisme. Il est dit là-dedans qu'elle doit frapper, elle doit repousser les terroristes, les empêcher de revenir dans des zones d'où elles ont été dégagées, utiliser tous les moyens pour sécuriser les populations. Quand on dit ça, les Maliens ont de l'espoir, mais quelques années après, on nous a dit non, vous êtes trompés sur la marchandise. L'aménagement est là pour maintenir la paix. Elle n'existe pas. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est Barkhane qui doit assurer la sécurité de l'aménagement à certains moments. Bon, allez-y comprendre dans tout ça. La question du mandat de l'aménagement, le Mali, à la date d'aujourd'hui, à ma connaissance, la rupture du mandat de l'aménagement n'est pas l'ordre du jour. S'il y a des évolutions, nous aviserons. Par contre, il y a des choses que notre ministre des Affaires étrangères va dire là-bas au nom de notre président et de notre peuple. Je lui laisse la primeur de le dire d'abord et on vous informera. Pourquoi? Parce que les questions diplomatiques du genre, des prises de position politiques fortes de ce genre, quoi qu'il faut les porter d'abord avant de les rendre publiques. Mais le renvoi de l'aménagement du Mali, la rupture avec la CEDEAO au 10 juin 2022 ne sont pas à l'ordre du jour. Mais il y a des articulations nécessaires. Il y a des clarifications à faire. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables. On ne peut pas accepter, par exemple, qu'un pays sous le couvert de l'aménagement viennent espionner notre armée. On ne peut plus accepter ça. Et d'autres choses, je laisserai au ministre des Affaires étrangères de les rendre publiques. Ensuite, nous ferons la communication nécessaire là-dessus. La coopération avec la Russie, on a voulu l'interdire à un moment donné. On nous a menacés. On a même dit aux Russes qu'ils n'ont rien à faire au Mali. J'ai dit aux diplomates qui ont tenu ce discours, j'ai rencontré certains à New York et après en transit à Paris, que le Mali n'est la chasse gardée de personne. C'est la chasse gardée du peuple malien. Point à la ligne. La Russie, depuis les indépendances, a toujours été à côté du Mali. Ça s'appelait l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la Fédération de Russie qui a pris en son compte l'héritage de l'ex-Union soviétique.
Il est donc un partenaire. La majorité de nos officiers, jusqu'à une date récente, étaient formés en Russie. Plus de 80-90% de nos équipements militaires venaient de Russie. On s'étonnerait même qu'on n'ait pas renforcé cette coopération depuis des années. Certainement qu'il y avait des interdictions. Ce sont ces interdictions-là que nous avons brisées. Il n'y a plus d'interdiction pour coopérer avec tout pays qui respecte notre souveraineté, qui est prêt à nous aider à résoudre les problèmes. On cherche à résoudre les problèmes qui sont posés à notre peuple. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de tuteurs pour cela. On ne quittera pas un tutorat pour être sous un autre tutorat. Et d'ailleurs, les Russes ne l'ont jamais dit. Les Russes respectent le Mali. Nous discutons, carte sur table, de quoi on a besoin. Et ce dont on a besoin, on l'achète. Le Mali ne cherche de l'aumône auprès de personne. Ce que le Mali veut, c'est le respecter comme État souverain. Ce que le peuple malien veut, c'est de le respecter comme un vieux peuple qui a une longue histoire, millénaire. Et je dois dire que, à la date d'aujourd'hui, nous avons une satisfaction totale dans le cadre de notre coopération avec la Russie. Récemment, vous savez, aujourd'hui, si notre armée a un niveau d'équipement jamais égalé pendant ces 20-30 dernières années, c'est grâce à la coopération avec la Russie, c'est grâce à la coopération avec d'autres partenaires dont je ne parle pas, parce que comme les autres n'en parlent pas, nous ne disons rien. Parce que beaucoup pensent qu'on est qu'avec la Russie, mais dans le domaine militaire, on diversifie notre coopération militaire. Dans le domaine économique, c'est public, donc il n'y a rien de secret là-dedans. Il y a des produits stratégiques sur lesquels nous avons décidé de conclure des partenariats stratégiques avec la Russie pour sortir de cette hantise chaque année, les engrais, le carburant, le blé et d'autres produits qui vont suivre. Le même type de coopération, de partenariat, de diversification de nos partenariats est en chantier avec d'autres pays. Nous sommes dans des discussions. Mais comme c'est sur la Russie qui a la focalisation en permanence, bon, nous aussi, nous parlons de ce qui se passe en Russie, le reste, on n'en parle pas. Le jour où les autres vont en parler, on dira ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ce qui explique. On a des relations historiques avec la Russie qu'on n'aurait pas dû affaiblir. Ensuite, aujourd'hui, la Russie nous a ouvert les bras lorsqu'on a été abandonné. Aujourd'hui, la Russie est proactive. Notre délégation a quitté il y a quelques semaines. Moins de 10 jours après, il y a une délégation russe qui est venue, qui a négocié avec tous les ministres concernés. Nous avons signé des accords de coopération. Et les résultats vont être visibles dans les semaines et les mois à venir. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. En bref, nous n'avons pas d'ennemis. Comme tous les États, nous avons des amis. Les amis, c'est ceux qui nous respectent. C'est ceux avec qui on peut coopérer comme partenaire dans le cadre du gagnant-gagnant. Avec votre permission, nous allons passer au troisième chapitre de notre journée d'échange, le chapitre défense et sécurité. Alors nous allons prendre 2 questions, 3 au grand maximum. Monsieur Traoré. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, on parle beaucoup de la montée en puissance de l'armée malienne depuis des mois maintenant. On parle très peu de l'équipement et de la formation des femmes, notamment au plan financement. Comment est-ce que vous êtes en train de financer cette montée en puissance de l'armée malienne? Vous avez quel argent pour équiper ces femmes? Pourquoi cette question? Parce que certains médias parlent de la mise à disposition de certains de nos partenaires des mines. Aujourd'hui, que répondez-vous à ces allégations? Est-ce vrai? Et concrètement, à ce jour, combien l'État malien a mis dans l'équipement des femmes? Je vous remercie. Ma question porte sur où en sommes-nous aujourd'hui avec la mise en œuvre
intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Monsieur le Premier ministre, on va donc partir avec ces deux questions. Vous savez, comme on dit, l'armée et l'argent n'aiment pas beaucoup le bruit. Ce qui intéresse les Maliens, c'est est-ce que les moyens mis à la disposition de l'armée sont utilisés à bon escient. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des Maliens a le sentiment que la sécurité s'améliore. Je ne dis pas qu'elle est totale, mais elle s'améliore. Nous n'assistons plus à la destruction massive des villages entiers, des camps militaires qui tombent et des militaires par dizaines qui sont tués. Aujourd'hui, l'armée a détruit l'essentiel des sanctuaires des groupes terroristes, qui sont aujourd'hui réduits par petits groupes, attaquer les villages, les obliger à déménager, attaquer des forêts. Là aussi, je suis sûr que la hiérarchie militaire, sous le haut commandement du président de la transition, trouvera des remèdes. Je vous ai dit qu'on est l'une des rares armées à laquelle les circonstances de l'histoire ont imposé le fait qu'elle doit s'équiper, se former et faire la guerre en même temps. Effectivement, nous n'avions pas d'équipement, surtout les vecteurs aériens. Nous tombions en panne de munitions. Nous n'avons pas de soldats équipés. Souvent, on envoie 200, il y a 100, 150 qui ont des fusils, des armes, d'autres n'en ont pas. Ceux qui en ont tombent en panne de munitions. Ça, ce n'est pas des secrets que je dévoile, mais c'est la réalité. Et c'est là que certains se plaisent à dire les militaires fuient. Quand vous envoyez quelqu'un au front, vous ne lui donnez pas des armes. Quand vous lui donnez quelques armes, vous ne lui donnez pas des munitions. Vous ne lui donnez pas à manger, vous ne lui donnez pas à boire. Mais il fait quoi? Il n'y a pas de munitions. On commence les combats. 1 heure après, il n'y a pas de munitions. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on appelle fuite. Ce n'est pas de la fuite. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Il y a un journaliste que j'ai rencontré récemment qui m'a dit qu'il était sur le terrain, que la détermination qu'il a vue chez les militaires, si lui-même n'était pas allé, il n'allait pas croire. Après tout ce qu'on leur a raconté sur l'armée malienne il y a quelques années. Ils ne reculent devant rien aujourd'hui. Parce qu'ils ont confiance dans le commandement. Ils ont confiance qu'on ne va pas les abandonner. Ils ont confiance que ceux qui tombent sur le terrain, leurs veuves et leurs enfants ne sont pas abandonnés. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été fait en matière de prise en charge des enfants, des militaires qui tombent sur le terrain. Leur salaire qui est payé pendant près d'une dizaine d'années. Les enfants qui sont pris en charge par l'État jusqu'à la majorité. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On demande comment on finance les armes. Bon, je me demande pourquoi on ne nous demande pas où est-ce que vous avez trouvé 200 milliards pour augmenter les salaires des travailleurs pendant que vous êtes en guerre. Personne ne nous a posé cette question. Personne ne nous a posé la question comment, alors que vous n'avez aucune aide budgétaire, vous augmentez la subvention aux engrais de 70% en un an. On ne nous pose pas la question. Ce que je voudrais dire, c'est que les équipements qu'on paye, il y en a d'autres avec qui on a payé. Ils l'ont bloqué, ils n'ont pas dit d'où vient l'argent. On achète des avions qu'on ne nous donne pas. On ne nous a jamais dit pourquoi, où est-ce que vous avez l'argent pour les payer. C'est des questions effectivement qu'ils posent. Il y a même certains qui disent c'est pour piller les ressources du Mali. Je vois des commentateurs. Mais eux, ils connaissent les intérêts du Mali plus que les Maliens. Et puis à supposer même que ce soit les mines. Mais les mines, c'est notre richesse à nous. Supposons que ça soit le cas. Mais les multinationales qui exploitent l'or ici, pourquoi on ne nous a jamais interrogé? Pourquoi elles sont là? Plus de 60 tonnes d'or. Personne ne nous a posé cette question. Donc c'est des questions auxquelles on ne répond pas parce qu'on sait que ceux qui les insinuent au niveau international, et vous faites bien
M. Traoré de poser la question, parce que ça nous permet de répondre à tous ces commentateurs très savants qui expliquent au monde entier comment le Mali achète les armes avec la Russie. Nous les achetons avec nos richesses propres. Et c'est notre gouvernement qui décide. Ceux qui ont coupé l'aide budgétaire en pensant qu'avec ça, le gouvernement allait tomber, ils avaient donné 10 à 15 jours. Je pense qu'ils doivent attendre longtemps encore, parce que le peuple malien, c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Concernant les montants qui ont été mis dans l'armée, vous pouvez compter sur ma prudence et surtout ma capacité de discernement pour ne pas venir dire devant les médias qu'est-ce qui a été mis pour équiper notre armée. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a un pays qui le ferait. Notre armée est équipée, nous allons continuer à densifier cet équipement et vous verrez d'ici la fin de l'année que les Maliens vont encore être plus fiers, que le monde entier va continuer à se poser la question comment ils font ces Maliens-là, à payer les salaires, à s'équiper, à subventionner les engrais, à maintenir leur pays, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise majeure. Vous savez, actuellement, je l'ai dit devant le CNT, même quand quelqu'un a mal à la tête, on dit que c'est à cause de l'embargo. Même quand l'embargo sera levé, vous verrez que les problèmes vont continuer. Le prix du pétrole a augmenté partout. Il y a des pays développés où c'est allé de $1 à $4. D'autres, c'est de $1 à $2. Dans certains pays, le litre d'huile, le prix a été multiplié par 10 et même ça a disparu de certains rayons. Il n'y a pas d'embargo chez eux. Et nous, malgré l'embargo, les produits de première nécessité, les prix ont augmenté certes, mais toutes choses égales par ailleurs, c'est moins qu'autour de nous. Il dit les grandes files pour avoir du carburant qu'on voit dans certains pays voisins, ce n'est pas au Mali. Pourtant, ils ne sont pas sous embargo. Et donc, je crois sincèrement que notre peuple doit continuer à faire confiance à ses dirigeants qui ont l'intime conviction qu'ils doivent être au quotidien au service de notre population. Concernant la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la mise en œuvre intelligente, je vous ai dit qu'on a ajouté ce mot pour rassurer les Maliens. Quand cet accord a été signé, vous vous souviendrez qu'il y a une partie des Maliens qui ne l'ont jamais accepté. Ils disent que c'est pour diviser le Mali. Il y a une partie des Maliens qui dit, si c'est le prix à payer, acceptons cet accord, même si on n'est pas d'accord. Il y a une partie des Maliens qui dit que l'accord est bon pour le Mali. Comment mettre tout ce monde d'accord? En nous entendant sur ce qui n'est pas négociable. J'ai dit cela au début. L'intégrité du territoire, autrement dit, l'intangibilité de nos frontières, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national, la forme laïque et républicaine de notre État et l'exercice de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est les choses qui ne sont pas négociables. Le reste, entre nous Maliens, là, on négocie pour avoir la paix. La paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, il y a des avancées lentes parce qu'il y a des obstacles qu'il faut surmonter étape par étape, sans passion. Et donc, il faut le dire clairement, les avancées ne sont pas au rythme que nous aurions souhaité, mais on avance. La preuve, vous avez vu récemment avec les attaques lâches des terroristes de l'IGS contre les populations de Ménaka, les mouvements armés ont collaboré avec l'armée malienne pour contrer leur offensive. Je pense que c'est des exemples qui vont se multiplier au fur et à mesure pour que la confiance devienne de plus en plus forte entre les Maliens et que nous arrivions un jour à tourner la page. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je signale aux confrères que nous sommes vraiment pris par le temps et qu'on va devoir un peu presser le pas. Nous allons donc aborder le chapitre gouvernance. Et qui souhaite me prendre ce chapitre en une question? Sira? Une question, oui. S'il te plaît.
Monsieur le Premier ministre, la promotion de la bonne gouvernance passe forcément par la lutte contre la corruption. Et vous êtes sur cette lancée. Nous avons vu des interpellations, des arrestations. Quelle est la suite réservée à tous ces dossiers de justice aujourd'hui? Quel est le point de la lutte contre la corruption? La lutte contre la corruption, comme je vous l'ai dit, et la bonne gouvernance font partie des exigences initiales de notre peuple, mais aussi et surtout des missions que le président de la transition a confiées au gouvernement. Souvent, je dis aux citoyens que je rencontre que le temps de la justice n'est jamais le temps du politique. Je sais que les uns et les autres veulent avoir les résultats immédiats. Vous savez, le temps de la justice, c'est comme celui des parlementaires. Le gouvernement prend des initiatives, il démontre sa volonté de ne faire aucune entrave à la lutte contre la corruption. Le reste, la justice va à son rythme. Le ministre de la Justice a intervenu récemment, comme tous les autres ministres que je voudrais féliciter et remercier, pour indiquer clairement, et avant lui, le président de la transition, dans une déclaration, vous vous souviendrez, il a dit que la lutte contre la corruption sera menée de manière implacable. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de vendre les intérêts du Mali pour leur propre compte. Il y a des choses même dans ce domaine, exactement comme dans le domaine de la défense et la diplomatie, qui étaient inimaginables il y a un an. Aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont interpellés par la justice. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, mais c'est la justice de décider. Mais il y a un an, ça, ce n'était pas envisageable même. Donc, je voudrais vous donner l'assurance que cette lutte, elle va continuer. Compte rendu sera fait au peuple malien au fur et à mesure. Je sais que des milliards sont versés aujourd'hui. Certains prennent le débat. Il y a d'autres qui déposent des cautions. Mais attendons la justice pour ne pas donner l'impression de condamner des citoyens avant la justice. On ne peut pas dire plus à cela. Ce que le gouvernement fait, c'est que tous les dossiers qui étaient dans les tiroirs, parce qu'il y avait un manque de volonté politique, on les a sortis, remis à la justice. Tous les secteurs qui suscitaient des soupçons chez les citoyens sont audités aujourd'hui. Toutes les grandes institutions, tous les grands appareils administratifs sont audités ou les audits continuent. Les audits qui sont finis sont transmis à qui de droit pour que la justice en connaisse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons aborder le dernier chapitre maintenant, le dernier chapitre de cette journée d'échange. Il est consacré aux questions économiques et aux questions sociales. Alors, on va prendre deux questions. On va prendre deux questions là-dessus. D'accord. Bon, qui? Moi, j'ai l'embarras du choix, parce que je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de doigts pour deux questions quand même. Alors, on va donner une question à Alexis Calamri et une autre à M. Sachs. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que les salaires continuent. Mais le budget de l'État a été ouvert seulement à 15%. Or, on sait qu'au Mali, les entreprises vivent plus des marchés de l'État. Est-ce que ça va toujours être à 15%? Vous avez salué le dialogue social qui vous a permis de maintenir quand même un climat, mais on sent de plus en plus les syndicats rués dans les brancards. Qu'est-ce que vous préparez pour que ça ne déborde pas plus? Et peut-être la question de la téléphonie. Si on sait que quand même, ils ont beaucoup d'apports dans l'économie actuellement et on sent plus que des bisbilles. Est-ce que l'État va intervenir pour calmer le jeu dans ce procès avec des consommateurs? Merci, monsieur le Président. Notre pays a connu tellement de victimes. Il y a eu la conférence d'entente nationale. Je pense que votre gouvernement est en train de préparer la conférence sociale. Comment elle va se passer? On va pardonner tous ceux qui ont commis ce crime. Et le panier de la ménagère, la vie, elle est très chère aujourd'hui. Quel est votre plan de riposte? Merci.
Vous savez, les victimes des différentes crises politiques, sociopolitiques que notre pays a connues sont prises en charge au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quelqu'un sifflait derrière vous les victimes du 10, 11, 12 juillet 2020. Ces victimes, à la date d'aujourd'hui, il faut être très clair, la justice a pris le dossier à main. Toute la chaîne de commandement censée être impliquée est aujourd'hui inculpée et entendue par la justice. Les victimes même des textes ont été pris pour qu'ils rejoignent le lot de toutes les victimes des crises politiques que notre pays a connues depuis plusieurs décennies. Et donc, ils ne sont pas oubliés. Maintenant, pour ce qui est, vous avez demandé s'il y aura un pardon ou non. Je crois qu'à la fin, quand la commission Vérité et Réconciliation va déposer son rapport, nous allons tirer les conclusions et l'ensemble des Maliens vont tirer les conclusions à cette étape-là. Je ne souhaiterais pas aller parler avant eux. La conférence sociale, sa vocation, c'est d'échanger avec tous les partenaires sociaux pour poser sur la table les différents problèmes que nous avons, comment nous entendre trouver un consensus minimum pour gérer le pays dans la stabilité pendant une durée plus ou moins longue, ce qu'on appelle un pacte social de stabilité. Et ce travail est en préparation. Les termes de référence avaient été élaborés depuis le dernier trimestre de 2021, mais à la cause de la tenue des assises, on avait suspendu en réalité beaucoup d'activités du gouvernement. Et lorsque nous avons fini, on est rentré dans l'embargo, après l'embargo, parce que nous voulons que l'Organisation internationale du travail, qui a proposé ces services, s'associe au ministère avec les syndicats pour que cette conférence soit une réussite. Elle est en pleine préparation aujourd'hui, les dates vont être fixées dans les semaines à venir. Alexis Kalambri, il avait sauté avant, il a effectivement parlé du fait qu'on a ouvert le budget à 15% seulement, que les entreprises vivent effectivement des marchés de l'État. Je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de faits. Vous savez, ce gouvernement a fait face de façon très ingénieuse à beaucoup de problèmes auxquels certains pensaient qu'il n'y avait pas de solution. Je vous ai dit ici que dans la conscience collective des Africains, on leur dit sans l'aide extérieure, on ne peut rien faire. Et tout le monde est convaincu de ça. On a vu des grands économistes, entre guillemets, au lendemain de l'embargo, qui sont sortis dans tous les médias pour dire que dans 10 jours, c'est fini. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le gouvernement a une grande capacité d'anticipation sur les problèmes. Deuxièmement, souvent, nous ne confondons pas les questions financières et les questions économiques. L'approche que le gouvernement a eue, par exemple, au secteur coton, notre ministre des Finances a montré, parce que souvent on dit ministre de l'économie et des finances, mais en général, les gens sont plus ministres des finances. Lui, il a montré qu'il est un véritable ministre de l'économie et des finances. Parce que si on devait avoir une approche purement financière, on allait nous convaincre qu'il ne fallait pas éponger le plus de 80 milliards de dettes de la CMDT, organiser le financement de la campagne cotonnière qui était adossée antérieurement à 60% à des banques étrangères, ne pas investir beaucoup dans les engrais, ne pas fixer le prix du coton avec les incertitudes sur le marché international à un prix acceptable pour les paysans. Ça, c'est l'approche financière et comptable. Le gouvernement a une approche économique en disant ceci. Quand on va relever le coton, le carburant va marcher, le transport va marcher, les huiliers vont marcher, l'aliment bétail va marcher, les vendeurs de motos, ça va marcher, ceux qui font les savons. Bref, ça va avoir un effet d'entraînement sur toute l'économie qui apporterait des bénéfices beaucoup plus importants que 100 milliards ou 200 milliards. Voilà l'approche que notre ministre de l'économie et des finances a eue. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en convient que c'est des bons choix. Plus de 300 milliards ont été mobilisés pour faire face à la dette intérieure.
d'une situation de récession en 2020, moins 1,2%. En 2021, à la fin de l'année, on a une croissance de près de 4%. Si je ne m'abuse, 3,7%. Pourtant, le pays continuait la guerre, il continuait de s'équiper, les aides budgétaires sont coupées, la grogne politique et sociale continuait. C'est la même approche, la même capacité d'anticipation, d'ingénierie des problèmes qui continue au niveau des services financiers de l'État. Le fait de limiter, d'ouvrir les budgets à 15%, c'était très clair que parce que quand on est en guerre, on ne peut pas vivre comme par le passé. Je viens de vous dire que nous avons coupé un peu partout tout ce que nous considérons avant qu'on peut vivre sans cela. On a économisé 100 milliards. Je venais de vous dire comment ces 100 milliards ont été repartis. Aujourd'hui, vous entendez certains parler que le Mali est en défaut de paiement. J'ai vu certains journaux l'écrire. Ce n'est pas vrai. Défaut de paiement, c'est quand vous ne pouvez pas payer votre dette. On a payé. C'est bloqué à la Banque centrale. Donc ce n'est plus dans notre cas. C'est à cause de l'embargo auquel on a donné les qualificatifs en son temps, sur lesquels je ne reviens pas. Aujourd'hui, nous avons la ferme détermination à faire en sorte que notre pays retrouve la voie de la croissance. Et je crois que ça ne saurait tarder. Dans les semaines à venir, on pourrait voir les résultats. Nous travaillons à trouver des solutions à tous les problèmes qui nous sont posés ou imposés. S'il y a des problèmes qui nous sont imposés, ce n'était pas prévu. Notre rôle de gouvernant, c'est de chercher les solutions. Merci bien. Nous allons encore essayer de prendre 2 questions. Si toutefois il y a des préoccupations qui ne sont pas forcément ressorties lors du découpage que nous avons fait. La deuxième question devant ici. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Sadio Sidibé, Chérif La TV. Moi, j'ai 2 préoccupations. La première, il s'agit de la situation du chemin de fer qui est à l'arrêt depuis plusieurs années aujourd'hui. Alors, tout récemment, il y a eu une délégation ministérielle donc en Russie. Bon, je voudrais savoir concrètement, et après ce voyage, quel a été retenu concrètement et quel a été décidé afin de relancer le chemin de fer. Deuxième question, il s'agit de la diaspora aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à ça. Est-ce que par rapport à cette question aussi, vraiment, les gens veulent savoir concrètement quelle est la situation de la diaspora malienne? Je vous remercie. Alors, chers confrères, on a dit une question par personne, donc veuillez vous conformer à cela. C'est bon? Donc c'est bon? Non, s'il a pris en compte vos préoccupations, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. J'allais poser la question sur la diaspora. Ok, parfait. Et de la façon suivante, compte tenu du rôle que la diaspora a joué, non seulement dans le changement, mais aussi dans la réussite de la transition, le Premier ministre a-t-il un mot à l'endroit de la diaspora? Je vous remercie. Merci beaucoup. Idrissa Mbega, directeur de l'Agora. Monsieur le Premier ministre. Merci bien. Je pense là, on va aller vite. Les chemins de fer, vous savez, on a fait beaucoup de commentaires sur les chemins de fer. Beaucoup d'espoirs déçus ont été souvent créés. Vous vous rappelez de cet espoir qui avait été créé en son temps chez les Caïsiens. On a montré un train avec le drapeau du Mali. Et après les élections, il s'est trouvé que ce train n'a jamais existé ou bien c'était juste à la veille des élections. Nous, on veut sortir de ça maintenant. C'est pourquoi, après l'annonce que j'ai eu à faire devant le Conseil national de transition, à partir des informations qui m'ont été données par le ministère des Infrastructures, dont je voulais saluer ici la responsable pour son approche très pragmatique des questions. C'est une ingénieure des constructions civiles. J'ai dit devant le CNT que notre agenda, c'est que d'ici la fin de l'année,
le train siffle et qu'on l'entende d'ici Caille. Tout ce que nous faisons aujourd'hui avec les Russes, avec d'autres partenaires, comme j'ai dit, on ne parle que des Russes, donc nous aussi on se limite à parler avec les Russes. Tout ce que nous faisons avec tous les partenaires, c'est pour tenir ces délais. Et le ministre nous donne l'assurance que c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas pour rien que dans le cadre de la diversification stratégique de notre coopération, cette question a été mise sur la table avec les Russes en même temps que le carburant, que les engrais, que le blé. C'est ce qu'on peut dire à ce stade. Maintenant, vous demandez les résultats. Les résultats, ce n'est que quand le train va marcher. C'est ça le résultat. Donc, attendons de voir le résultat. En ce moment, vous aurez la réponse automatiquement. Concernant la diaspora, vous aurez remarqué, sauf en cas d'oubli qui est humain, je n'ai jamais parlé des acteurs à la base du changement ou auxquels le Mali doit ce changement sans parler des Maliens de la diaspora. Parce que leur rôle a été déterminant. Vous savez, les Maliens de la diaspora, on pense qu'ils ne sont pas nombreux quantitativement, mais en réalité, ils ont une grande influence sur notre société. Je vous disais tantôt que leur apport dans l'économie est plus important que l'aide extérieure. Et donc, cette diaspora, elle bénéficie de toute l'attention du Mali. C'est pour cela que la problématique de la carte NINA, qui est une des préoccupations de la diaspora, a été prise à bras le corps. J'ai mis en place un comité interministériel spécial composé de 4 ministres, les Maliens de l'extérieur, d'administration territoriale, la justice et la sécurité, pour précisément trouver une solution définitive à la question des papiers d'identité de voyage. C'est toutes ces questions, c'est comme les chemins de fer. Attendons les résultats qui ne vont plus tarder. Aujourd'hui, nous avons décidé de remplacer la carte NINA par une carte biométrique qui sera multifonctionnelle. Celui d'identifier les citoyens, peut-être des documents de voyage, des documents pour voter et pour d'autres besoins d'identification des citoyens. Le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Administration territoriale travaillent ardemment sur ces questions. C'est ce que je peux dire à ce stade et, comme vous le dites, remercier encore la diaspora pour sa contribution permanente et continue à la réussite de la transition. Merci bien. Nous sommes donc au terme de cette journée d'information, version française, je précise. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, Monsieur le Premier ministre? Mesdames et Messieurs, je l'ai dit au début, je vais finir par ça. Beaucoup se demandent comment est-ce que le gouvernement de transition et notre peuple ont pu tenir, malgré le terrorisme, malgré l'embargo, malgré la crise financière, malgré la crise politique et institutionnelle. Parce que nous faisons face à plusieurs crises, plus la situation qui se complique dans le monde. Nous avons réussi grâce à un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est la confiance du président de la transition en les choix qui ont été faits au nom du peuple malien. C'est la confiance et le sentiment d'obligation que les membres du gouvernement ont chacun en se disant qu'ils ont une mission historique à remplir pour qu'à la fin de cette transition, l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de la diaspora puissent se dire en vérité, notre pays a fait un grand pas pendant la transition. Même si tous les problèmes ne sont pas résolus, nous aurons posé les fondations du nouvel État malien pour rendre le processus de refondation irréversible. Nous avons réussi aussi, grâce à l'accompagnement et au soutien du Conseil national de transition. Nous l'avons réussi grâce aux résultats spectaculaires que notre armée engrange sur le terrain depuis des semaines.
Nous avons réussi aussi à cause de la paix sociale retrouvée. Je voudrais en remercier et féliciter tous les syndicats. Même les syndicats qui étaient dans des postures de grève, dès que l'embargo a été annoncé, ils ont tous suspendu. C'est un acte patriotique qu'il faut souligner. Nous avons réussi grâce à nos opérateurs économiques qui n'ont pas été ébranlés. Au même titre que les militaires font la guerre au front, nos opérateurs économiques maliens se sont investis. Par moments, ils ont renoncé à leurs marges, comme l'État souvent a renoncé à toutes les marges dans certains secteurs, pour maintenir l'approvisionnement du pays dans un état acceptable, même si c'est difficile. Je voudrais remercier le monde paysan, les éleveurs, les pêcheurs, qui, malgré le tourisme, certains, on les a assassinés dans leurs champs, d'autres ont cultivé, on a brûlé leur culture. Malgré tout, ils ont tenu et ils continuent de tenir. Je voudrais remercier et saluer les chefs religieux. Aujourd'hui, il n'y a aucune mosquée où on ne prie pas pour la réussite de la transition. Partout, les églises, l'écrasante majorité des Maliens aujourd'hui prient pour la réussite de la transition. Ce n'est pas par hasard que récemment une ONG internationale a fait un sondage qui indique que 95% des Maliens, de Kidal à Kaï, réunis, sont satisfaits de la façon dont la transition est conduite. Ce débat n'aurait pas été tenu sans la presse. Et je voudrais donc remercier la presse. Le combat que nous avons mené pour le changement a été porté par la presse. Nous avons les institutions, comme je l'ai dit, qui accompagnent la transition et la justice malienne. La lutte contre la corruption et l'impunité ne peut pas réussir sans la justice. C'est pour donc lancer un appel aux juges pour leur dire qu'une des fortes attentes de notre peuple, que c'est la justice et la lutte contre l'impunité. Le président de la transition a l'habitude de nous dire, à la fin des conseils des ministres, que même si nous occupons tout le pays par l'armée, même si nous faisons toutes les réformes nécessaires, tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, tant que l'impunité va continuer dans notre pays, il n'y aura pas de paix sociale, il n'y aura pas de paix dans le pays. Et donc, la justice a une grande responsabilité. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des peuples africains. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali est regardé de tous. J'ai dit dans une de mes déclarations que dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali. Parce que la confiance d'un peuple en soi-même, la confiance des dirigeants d'un peuple, la confiance dont les dirigeants bénéficient auprès du peuple, sont les principaux moteurs qui guident l'action d'un État. Je voudrais terminer par dire aux Maliens de ne jamais perdre espoir. À un moment donné, on avait presque perdu l'espoir. Aujourd'hui, on a regagné confiance en confiance. On a retrouvé l'espoir. L'avenir, je suis convaincu, appartient au peuple malien. Je vous remercie de votre aimable attention.